Mais bien qu'elle lui eût volontiers tendu la main et l'eût remercié de ce qu'il avait dit lors de leur dernière rencontre, c'était toujours un soulagement de constater, lorsqu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, que la personne qui s'approchait n'était pas lui, mais un étranger, car, même si elle n'avait pas redouté l'effet que sa vue aurait pu produire sur son compagnon de voyage, elle sentait que dire adieu à tout le monde maintenant, et surtout à celui qui avait été si fidèle et si fidèle, était plus qu'elle ne pouvait supporter. C'en était assez de laisser derrière elle des choses muettes et des objets insensibles à l'amour et à la douleur. Se séparer de son seul autre ami au seuil de ce voyage sauvage lui aurait vraiment tordu le cœur. Comment se fait-il que nous supportions mieux de nous séparer en esprit qu'en corps, et que bien que nous ayons le courage de faire nos adieux, nous n'ayons pas le courage de le dire à la veille de longs voyages ou d'une absence de plusieurs années, des amis qui sont tendrement attachés se sépareront avec le regard habituel, la pression habituelle de la main, préparant une dernière entrevue pour le lendemain, tandis que chacun sait bien que ce n'est qu'une piètre feinte pour s'épargner la douleur de prononcer ce seul mot, et que la réunion n'aura jamais lieu. Les possibilités devraient-elles être plus difficiles à supporter que les certitudes? Nous ne fuyons pas nos amis mourants. Le fait de n'avoir pas pris distinctement congé d'un d'entre eux, que nous avons laissé en toute bonté et affection, aigrira souvent tout le reste de la vie. La ville était heureuse de la lumière du matin. Des endroits qui s'étaient montrés laides et méfiants toute la nuit, arboraient maintenant un sourire. Et les rayons étincelants du soleil, dansant sur les fenêtres des chambres, et scintillant à travers les stores et les rideaux devant les yeux des dormeurs, éclairaient jusque dans les rêves et chassaient les ombres de la nuit. Les oiseaux dans les chambres chaudes, couverts de prés sombres, sentaient que c'était le matin, et s'irritaient et s'agitaient dans leurs petites cellules. Des souris aux yeux brillants sont retournées dans leurs petites maisons et se sont blotties timidement ensemble. L'élégante chatte domestique, oublieuse de sa proie, était assise en clignant de l'œil aux rayons du soleil, qui commençait par le trou de la serrure et le recoin de la porte, et aspirait à sa course furtive et à son chaud et élégant prélassant à l'extérieur. Les bêtes les plus nobles, enfermées dans des tanières, se tenaient immobiles derrière leurs barreaux et regardaient les branches flottantes, et le soleil qui brillait à travers quelques petites fenêtres, avec des yeux où brillaient de vieilles forêts, puis foulaient avec impatience le sentier, que leurs pieds prisonniers avaient creusé, et s'arrêtaient et regardaient de nouveau. Les hommes dans leurs cachots étiraient leurs membres froids et crampants et maudissaient la pierre qu'aucun ciel brillant ne pouvait réchauffer. Les fleurs qui dorment la nuit ont ouvert leurs yeux doux et les ont tournés vers le jour. La lumière, l'esprit de la création, était partout, et toute chose possédait leur pouvoir. Les deux pèlerins, se serrant souvent la main, échangeant un sourire ou un regard joyeux, poursuivaient leur chemin en silence. Quelque brillante et heureuse qu'elle fût, il y avait quelque chose de solennel dans les longues rues désertes, d'où, comme des corps sans âme, tout caractère et toute expression habituelle avaient disparu, ne laissant qu'un seul repos uniforme et mort, qui les rendait tous semblables. Tout était si calme à cette heure matinale, que les quelques personnes pâles qu'ils rencontrèrent semblaient aussi inadaptées à la scène que la lampe maladive, qui avait été laissée allumée çà et là, était impuissante et faible dans toute la gloire du soleil. Avant qu'ils n'eussent pénétré très loin dans le labyrinthe des demeures des hommes qui s'étendaient encore entre eux et les faubourgs, cet aspect commença à se fondre, et le bruit et l'agitation à usurper sa place. Des charrettes et des carrosses qui grondaient brisaient d'abord le charme, puis d'autres arrivaient, puis d'autres encore plus actifs, puis une foule. L'étonnement fut d'abord de voir la fenêtre d'un commerçant ouverte, mais il était rare d'en voir une bientôt fermée. Puis, de la fumée s'élevait lentement des cheminées, et des châssis étaient levés pour laisser entrer l'air, et des portes s'ouvraient, et les servantes, regardant paresseusement dans toutes les directions sauf dans leurs balais, répandaient des nuages bruns de poussière dans les yeux des passagers qui rétrécissaient, ou écoutaient inconsolablement les laitiers, qui parlaient de fêtes champêtres et parlaient de chariots, dans les écuries, avec des auvents et tout ce qu'il faut, et de vaillants vagabonds en plus, qu'une horde plus verrait dans leur voyage. Ce trimestre passé, ils rencontrèrent les repères du commerce et de la grande circulation, où beaucoup de gens se réfugiaient, et les affaires étaient déjà nombreuses. Le vieillard regarda autour de lui d'un air étonné, car c'étaient là des endroits qu'il espérait éviter. Il appuya son doigt sur sa lèvre, et entraîna l'enfant par des cours étroites et des chemins tortueux, et il ne parut pas à l'aise jusqu'à ce qu'il eusse laissé loin derrière lui, jetant souvent un regard en arrière vers lui, murmurant que la ruine et l'automeurtre étaient accroupis dans toutes les rues, et qu'il les suivrait s'il les flairait, et qu'il ne pouvait pas voler trop vite. De nouveau ce quartier passé, ils rencontrèrent un quartier espacé, où les maisons mesquines morcelées en chambres, et les fenêtres rapiécées de haillons et de papier, témoignaient de la pauvreté populeuse qui abritait. Les magasins vendaient des produits que seule la pauvreté pouvait acheter, et les vendeurs et les acheteurs étaient pincés et saisis à la fois.
Il y avait là des rues pauvres où la gentillesse fanée essayait avec peu d'espace et les moyens naufragés de faire son dernier faible bas, mais les collecteurs d'impôts et les créanciers venaient là comme ailleurs, et la pauvreté, qui luttait encore faiblement, était à peine moins sordide et manifeste que celle qui s'était depuis longtemps soumise et avait abandonné le jeu. C'était une piste large, très large, car les humbles adeptes du camp de la richesse dressent leur tente autour d'elle sur plusieurs milles, mais son caractère était toujours le même. Des maisons humides et pourries, beaucoup à louer, beaucoup qui construisent encore, beaucoup qui sont à moitié construites et qui moisissent, des logements où il serait difficile de dire lesquels ont le plus besoin de pitié, ceux qui louent ou ceux qui viennent prendre, des enfants, à peine nourris et vêtus, éparpillés dans toutes les rues et vautrés dans la poussière, des mères grondantes frappant du pied avec des menaces bruyantes sur le pavé, des pères minables, se précipitant avec des regards découragés vers l'occupation qui leur rapportait le pain quotidien, les guerres plus encore, des managouillères, des blanchisseuses, des cordonnières, des tailleurs, des marchands, exerçant leur métier dans des salons et des cuisines, des arrières-salles et des mansardes, et parfois tous sous le même toit, des champs de briques longeant des jardins pâlis de douelles de vieux tonneaux, ou du bois pillé dans des maisons incendiées, et noircis et boursouflés par les flammes, des monticules d'amarres, d'orties, d'herbes grossières et de coquilles d'huîtres, entassées en désordre, de petites chapelles dissidentes pour enseigner, sans manquer d'illustrations, les misères de la terre, et beaucoup de nouvelles églises, érigées avec un peu de richesse superflue, pour montrer le chemin du ciel. À la fin, ces rues, devenant encore plus éparpillées, diminuèrent et diminuèrent, jusqu'à ce qu'il n'y eût plus que de petits jardins bordant la route, avec plus d'une maison d'été exempte de peinture, et construite avec du vieux bois ou quelques fragments de bateaux, vertes comme les tiges de choux qui poussaient autour, et grottées aux coutures avec des tabourets de crapauds et des escargots serrés. À ceux-ci succédaient des cottages pairs, deux et deux avec des parcelles de terrain en face, disposées en lits anguleux avec des bordures de buis rigides et des sentiers étroits entre eux, où les pas ne s'égaraient jamais pour rendre le gravier rugueux. Puis vint le cabaret, fraîchement peint en vert et blanc, avec des jardins de thé et un terrain de boules, repoussant son vieux voisin avec l'abreuvoir où les chariots s'arrêtaient. Puis, les champs, et puis, quelques maisons, une à une, de bonne taille avec des pelouses, certaines même avec une hutte où habitaient un portier et sa femme. Puis vint une route à péage, puis de nouveaux champs avec des arbres et des meules de foin, puis une colline, et au sommet de celle-ci, le voyageur pouvait s'arrêter, et regardant en arrière le vieux Saint-Paul se profilant à travers la fumée, sa croix pointant au-dessus du nuage si le jour était clair, et scintillant au soleil, et jetant les yeux sur la Babel d'où il était sorti jusqu'à ce qu'il a suivi jusqu'aux avant-postes les plus éloignés de l'armée d'invasion de briques et de mortiers, dont le poste se trouvait pour le moment presque à ses pieds, il pouvait enfin sentir qu'il était hors de Londres. Près d'un endroit, comme celui-ci, et dans un champ agréable, le vieillard, et son petit guide si elle était un guide, qui ne savait pas où ils allaient s'assire pour se reposer. Elle avait eu la précaution de garnir son panier de quelques tranches de pain et de viande, et c'est là qu'ils firent leur frugalement déjeuner. La fraîcheur du jour, le chant des oiseaux, la beauté de l'herbe ondulante, les feuilles d'un vert profond, les fleurs sauvages, et les mille parfums et sons exquis qui flottaient dans l'air, des joies profondes pour la plupart d'entre nous, mais surtout pour ceux dont la vie est dans une foule, ou qui vivent solitaires dans les grandes villes comme dans le seau d'un puits humain, ont pénétré dans leur poitrine et les ont fait très contents. L'enfant avait répété une fois ce matin-là ses prières naïves, plus ardemment peut-être qu'elle ne l'avait jamais fait de toute sa vie, mais comme elle sentait tout cela, elles remontèrent à ses lèvres. Le vieillard ôta son chapeau. Il n'avait aucun souvenir de ses paroles, mais il dit Amen, et qu'elles étaient très bonnes. Il y avait un vieil exemplaire du Pilgrim's Progress, avec des planches étranges, sur une étagère de sa maison, sur lequel elle s'était souvent penchée des soirées entières, se demandant si c'était vrai dans chaque mot, et où pouvaient être ces pays lointains ou non si curieux. Quand elle regarda en arrière l'endroit qu'ils avaient quitté, une partie lui revint fortement à l'esprit. « Cher grand-père, dit-elle, seulement que cet endroit est plus joli, et bien meilleur que le vrai, si celui du livre lui ressemble. J'ai l'impression que nous étions tous les deux chrétiens, et que nous déposions sur cette herbe tous les soucis et les ennuis que nous avons apportés avec nous, pour ne plus jamais les reprendre. »« Non, pour ne jamais revenir, répondit le vieillard en agitant la main vers la ville. « Toi et moi, nous en sommes libérés maintenant, Nell. Ils ne nous attireront jamais. »« Êtes-vous fatigué ?» dit l'enfant. « Êtes-vous sûr de ne pas vous sentir malade à cause de cette longue promenade ? » « Je ne me sentirai plus jamais malade maintenant que nous sommes partis, » fut sa réponse. « Remuons-nous, Nell. Nous devons être plus loin, un très, très long chemin plus loin. Nous sommes trop près pour nous arrêter et nous reposer. Venez. »
Il y avait dans le champ une flaque d'eau claire, dans laquelle l'enfant se lava les mains et le visage, et rafraîchit ses pieds avant de se remettre à marcher. Elle voulait que le vieil homme se rafraîchisse aussi de cette manière, et le faisant asseoir sur l'herbe, elle lui versait de l'eau avec ses mains et la séchait avec sa simple robe. « Je ne peux rien faire pour moi-même, ma chérie, dit le grand-père. Je ne sais pas comment c'est, je pourrais le faire une fois, mais le temps est révolu. Ne me quittez pas, Nell, dis que tu ne me quitteras pas. Je t'ai aimé tout le temps, et je l'ai aimé. Si je te perds aussi, ma chère, il faut que je meure. » Il posa sa tête sur son épaule, et gémit pitoyablement. Il y avait eu un temps, et très peu de jours auparavant, où l'enfant n'avait pas pu retenir ses larmes, et avait dû pleurer avec lui. Mais maintenant elle l'apaisait par des paroles douces et tendres, souriait à la pensée qu'ils pourraient jamais se séparer, et le ralliait gaiement à la plaisanterie. Il fut bientôt calmé et s'endormit en chantant pour lui-même à voix basse, comme un petit enfant. Il se réveilla rafraîchi, et ils continuèrent leur voyage. La route était agréable, entre de beaux pâturages et des champs de maïs, autour desquels, en équilibre, dans le ciel bleu clair, l'alouette chantait son chant joyeux. L'air était chargé du parfum qu'il prenait sur son chemin, et les abeilles, portées par son haleine parfumée, bourdonnaient leur satisfaction somnolente en flottant. Ils étaient maintenant en rase campagne, les maisons étaient très peu nombreuses et dispersées à de longs intervalles, souvent à des kilomètres les unes des autres. De temps en temps, ils tombaient sur un groupe de pauvres chaumières, certaines avec une chaie ou une planche basse placée en travers de la porte ouverte pour éloigner les enfants qui se bousculaient sur la route, d'autres enfermés à proximité pendant que toute la famille travaillait dans les champs. C'était souvent le commencement d'un petit village, et après un intervalle, venait une cabane de charron ou peut-être une forge de forgeron, puis une ferme florissante avec des vaches endormies couchées dans la cour, et des chevaux regardant par-dessus le muret et s'enfuyant en courant lorsque des chevaux attelés passaient sur la route, comme s'ils triomphaient de leur liberté. Il y avait aussi des cochons ennuyeux, retournant le sol à la recherche d'une nourriture délicate, et grognant leur grognement monotone en rôdant ou en se croisant dans leur quête. Des pigeons dodus qui frôlent le toit ou se pavanent sur les avant-toits, et les canards et les oies, beaucoup plus gracieux dans leur propre vanité, se dandinant maladroitement sur les bords de l'étang ou naviguant avec désinvolture à sa surface. La cour de la ferme passa, puis vint la petite auberge, le magasin de bière plus humble, et celui du commerçant du village, puis celle de l'avocat et celle du pasteur, au nom redoutable desquels le magasin de bière tremblait. L'église s'élevait alors modestement d'un bouquet d'arbres, puis il y avait quelques autres cottages, puis la cage et le pilon, et assez souvent, sur une berge au bord du chemin, un vieux puits profond et poussiéreux. Puis venaient les champs bordés de haies de chaque côté, et la route de nouveau. Ils marchèrent toute la journée, et dormirent cette nuit-là dans une petite chaumière, où l'on louait des lits aux voyageurs. Le lendemain matin, ils étaient de nouveau à pied, et bien qu'ils fussent d'abord blasés, et très fatigués, ils se rétablirent bientôt, et avancèrent vivement. Ils s'arrêtaient souvent pour se reposer, mais seulement pour un court espace de temps en temps, et continuaient leur route, n'ayant eu que peu de rafraîchissement depuis le matin. Il était près de 5 heures de l'après-midi, lorsque, s'approchant d'un autre groupe de cabanes, d'ouvriers, l'enfant regarda mélancoliquement à l'intérieur de chacune d'elles, ne sachant pas à qui demander la permission de se reposer un moment, et d'acheter une gorgée de lait. Ce n'était pas facile à déterminer, car elle était timide, et craignait d'être repoussée. Il y avait là un enfant qui pleurait, et là une femme, bruyante. En cela, les gens semblaient trop pauvres, dans ce domaine, trop. À la fin, elle s'arrêta à l'un d'eux où la famille était assise autour de la table, principalement parce qu'il y avait un vieil homme assis dans une chaise rembourrée près de l'âtre, et elle pensait qu'il était un grand-père, c'est qu'il aurait de la compassion pour la sienne. Il y avait en outre le cottager et sa femme, et 3 jeunes enfants robustes, bruns, comme des baies. La demande n'a pas été plus tôt préférée qu'elle a été accordée. L'aîné courut chercher du lait, le second traîna 2 tabourets vers la porte, et le plus jeune se glissa jusqu'à la robe de sa mère, et regarda les étrangers sous sa main brûlée par le soleil. « Que Dieu vous sauve, maître, dit le vieux cottager d'une voix mince et sifflante. Voyagez-vous loin ? Oui, monsieur, un long chemin, répondit l'enfant, car son grand-père lui plaisait. De Londres ? Demanda le vieil homme. L'enfant a dit oui. Ah, il avait été à Londres bien des fois, il y allait souvent une fois, avec des chariots. Il y avait près de 32 ans qu'il n'y était pas allé, et il avait entendu dire qu'il y avait eu de grands changements. Comme ça suffit. Il avait lui-même changé depuis. 32 ans, c'était long, et 84 ans, c'était un grand âge, bien qu'il en eût connu qui avait vécu trop durement jusqu'à 100 ans, et pas aussi courageux que lui, non, rien de semblable.
Asseyez-vous, maître, dans le fauteuil, dit le vieillard en frappant son bâton sur le sol de briques, et en essayant de le faire vivement. Prends une pincée de cette boîte, je n'en prends pas beaucoup moi-même, car cela me coûte cher, mais je trouve que cela me réveille parfois, et vous n'êtes qu'un garçon pour moi. J'aurais un fils à peu près aussi vieux que vous s'il avait vécu, mais ils l'ont inscrit pour un sauge. Il est revenu à la maison, bien qu'il n'ait eu qu'une pauvre jambe. Il a toujours dit qu'il serait enterré près du cadran solaire sur lequel il grimpait quand il était bébé, c'est mon pauvre garçon, et ses paroles se sont réalisées. Vous pouvez voir l'endroit de vos propres yeux. Depuis, nous avons entretenu le gazon. Il secoua la tête et, regardant sa fille avec des yeux larmoyants, il lui dit qu'elle n'avait pas à craindre qu'il en parle davantage. Il ne voulait déranger personne, et s'il avait troublé quelqu'un par ce qu'il disait, il demandait pardon, c'était tout. Le lait arriva, et l'enfant sortit son petit panier, ayant choisi les meilleurs morceaux pour son grand-père, ils firent un repas copieux. L'ameublement de la chambre était très accueillant bien sûr, quelques chaises grossières et une table, une armoire d'angle avec leur petit stock de vaisselle et de delphes, un plateau à thé criard, représentant une dame en rouge vif, sortant avec un parasol très bleu, quelques sujets bibliques communs et colorés dans des cadres sur le mur et la cheminée. Une vieille presse à linge naine, et une horloge de 8 jours, avec quelques casseroles lumineuses et une bouilloire, composaient le tout. Mais tout était propre, et quand l'enfant jeta un coup d'œil autour d'elle, elle sentit un air tranquille de confort et de contentement auquel elle n'était pas habituée depuis longtemps. « À quelle distance se trouve une ville ou un village ?» demanda-t-elle au mari. « C'est une bonne affaire de 5000, ma chère, » fut la réponse, « mais vous ne partez pas ce soir. »« Oui, oui, Nell, » dit vivement le vieillard en l'exhortant aussi par signe. « Plus loin, ma chérie, plus loin si nous marchons jusqu'à minuit. » « Il y a une bonne grange tout près, maître, » dit l'homme, « où il y a un logement de voyageurs, je le sais à la charrue et à arrêt. Excusez-moi, mais vous semblez un peu fatigué, et à moins que vous ne soyez très impatient de monter. »« Oui, oui, nous le sommes, » répondit le vieillard avec inquiétude. « Plus loin, chère Nell, priez plus loin. »« Il faut continuer en effet, » dit l'enfant, cédant à son désir inquiet. « Nous vous remercions beaucoup, mais nous ne pouvons pas nous arrêter si tôt. Je suis tout à fait prêt, grand-père. » Mais la femme avait remarqué à la démarche de la jeune vagabonde qu'un de ses petits pieds était boursouflé et endolori, et comme elle était une femme et une mère de surcroît, elle ne voulait pas qu'elle y aille avant d'avoir lavé l'endroit et appliqué un remède simple, ce qu'elle fit avec tant de soin et d'une main si douce, si rude, et si dure qu'il fut, que le cœur de l'enfant était trop plein pour qu'elle pût dire plus qu'un ferve que Dieu vous bénisse, et qu'elle ne pouvait pas regarder en arrière, ni se fier à elle-même pour parler, jusqu'à ce qu'ils eussent quitté la chaumière à quelque distance en arrière. Quand elle tourna la tête, elle vit que toute la famille, même le vieux grand-père, se tenait sur la route et les regardait passer, et ainsi, avec de nombreux gestes de la main et des hochements de tête encourageants, et d'un côté au moins, non sans larmes, ils se séparèrent. Ils avancèrent péniblement, plus lentement et plus péniblement qu'ils ne l'avaient fait jusqu'alors. Pendant 1 mille, ou à peu près, lorsqu'ils entendirent le bruit de roues derrière eux et regardant autour d'eux, ils aperçurent une charrette vide qui s'approchait assez vivement. Le cocher, en s'approchant d'eux, arrêta son cheval et regarda Nell d'un air sérieux. « N'êtes-vous pas allé vous reposer dans une chaumière là-bas » dit-il. « Oui, monsieur, » répondit l'enfant. « Ah, ils m'ont demandé de veiller sur vous, » dit l'homme, « je m'en vais de votre côté. Donnez-moi la main, sautez, maître. » C'était un grand soulagement, car ils étaient très fatigués et pouvaient à peine ramper. Pour eux, la charrette caotante était une voiture luxueuse, et le trajet était le plus délicieux du monde. À peine elle s'était-elle installée sur un petit tas de paille dans un coin, qu'elle s'endormit pour la première fois de la journée. Elle fut réveillée par l'arrêt de la charrette, qui allait tourner dans une ruelle. Le cocher descendit gentiment, pour l'aider à sortir, et lui montrant quelques arbres à une très courte distance devant eux, il lui dit que la ville était là, et qu'il ferait mieux de prendre le chemin qu'il verrait conduire à travers le cimetière. En conséquence, vers cet endroit, ils dirigeaient leurs pas fatigués. Chapitre 16. Le soleil se couchait lorsqu'ils atteignirent la porte du guichet où commençait le chemin, et comme la pluie tombe sur les justes et les injustes, elle répandit sa chaude teinte même sur les lieux de repos des morts, et leur dit d'avoir bon espoir qu'elle se lèvera le lendemain. L'église était vieille et grise, avec du lierre accroché au mur et autour du porche. Fuyant les tombeaux, il se glissa autour des monticules, sous lesquels dormaient de pauvres hommes humbles, entrelaçant pour eux les premières couronnes, qui des jamais gagnées, mais des couronnes moins susceptibles de se flétrir et bien plus durables dans leur espèce, que certaines qui étaient profondément gravées dans la pierre et le marbre,
et raconter en termes pompeux des vertus docilement cachées pendant bien des années, et seulement révélées enfin aux exécuteurs testamentaires et aux légataires en deuil. Le cheval de l'ecclésiastique, trébuchant avec un bruit sourd et sourd parmi les tombes, broutait l'herbe, à la fois puisant d'une consolation orthodoxe auprès des paroissiens morts, et imposant le texte de dimanche dernier selon lequel c'était à cela que toute chair était arrivée, un âne maigre, qui avait cherché à l'exposer aussi, sans être qualifié et ordonné, se dressait les oreilles dans une fourrière vide tout près, et regardait avec des yeux affamés son voisin sacerdotal. Le vieillard et l'enfant quittèrent le chemin de gravier et s'égarèrent parmi les tombeaux, car là le sol était mou et facile à leurs pieds, fatigués. Comme ils passaient derrière l'église, ils entendirent des voix à portée de main, et bientôt ils tombèrent sur ceux qui avaient parlé. C'étaient deux hommes qui étaient assis dans une attitude tranquille sur l'herbe, et si occupés qu'ils étaient d'abord inconscients des intrus. Il n'était pas difficile de deviner qu'ils appartenaient à une classe de forains itinérants, d'exhibant des caprices de punch, car, perché en tailleur sur une pierre tombale derrière eux, se trouvait une figure de ce héros lui-même, le nez et le menton aussi crochus, et le visage aussi rayonnant que d'habitude. Peut-être son caractère imperturbable n'a-t-il jamais été plus remarquablement développé, car il conservait son sourire égal, habituel, bien que son corps fût suspendu dans une position des plus inconfortables, tout lâche, mou et informe, tandis que sa longue casquette à visière, inégalement en équilibre avec ses jambes excessivement minces, menaçait à chaque instant de le faire tomber. Les autres personnages du drame, en partie éparpillés sur le sol aux pieds des deux hommes, et en partie pêle-mêle dans une longue boîte plate, étaient éparpillés sur le sol. La femme du héros et un enfant, le cheval de bataille, le médecin, le gentleman étranger qui, n'étant pas familier avec la langue, est incapable dans la représentation d'exprimer ses idées autrement qu'en prononçant le mot shalabala 3 fois distincte, le voisin radical, qui n'admettra nullement qu'une cloche d'étain est un organe, le bourreau et le diable étaient tous ici. Leur propriétaire était évidemment venu à cet endroit pour faire quelques réparations nécessaires dans les arrangements de la scène, car l'un d'eux était occupé à lier ensemble une petite potence avec du fil, tandis que l'autre était résolu à fixer une nouvelle perruque noire, à l'aide d'un petit marteau et de quelques punaises, sur la tête du voisin radical, qui avait été battu chauve. Ils levèrent les yeux quand le vieillard et son jeune compagnon furent près d'eux, et s'arrêtant dans leur travail, ils leur rendirent leur regard de curiosité. L'un d'eux, l'exposant sans doute, était un petit homme au visage joyeux, à l'œil pétillant et au nez rouge, qui semblait s'être inconsciemment imprégné quelque chose du caractère de son héros. L'autre, c'était celui qui prenait l'argent, avait un regard plutôt attentif et prudent, qui était peut-être aussi inséparable de son occupation. Le joyeux homme fut le premier à saluer les étrangers d'un signe de tête, et suivant les yeux du vieil homme, il remarqua que c'était peut-être la première fois qu'il voyait un punch hors de la scène. Punch, on peut le remarquer, semblait pointer du bout de son chapeau une épitaphe des plus florissantes, et rire dessus de tout son cœur. « Pourquoi venez-vous ici pour faire cela » demanda le vieillard en s'asseyant à côté d'eux, et en regardant les figures avec une extrême joie. « Voyez-vous, reprit le petit homme, nous logeons pour ce soir à la taverne de là-bas, et il ne conviendrait pas de leur laisser voir la compagnie actuelle en réparation. »« Non » s'écria le vieillard en faisant signe à Nell d'écouter, « pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Parce que cela détruirait toute illusion et enlèverait tout intérêt, n'est-ce pas ? Répondit le petit homme. Te soucieriez-vous un centime du lord chancelier si vous le connaissiez en privé et sans sa perruque ? Bien, dit le vieillard en se hasardant à toucher l'une des marionnettes et en retirant sa main avec un rire aigu. Allez-vous leur montrer ce soir ? Et vous ? C'est l'intention, gouverneur, répondit l'autre, et à moins que je ne me trompe beaucoup, Tommy Codelin calcule en ce moment ce que nous avons perdu en venant chez nous. Courage, Tommy, ça ne peut pas être grand-chose. Le petit homme accompagna ces dernières paroles d'un clin d'œil qui exprimait l'opinion qu'il s'était faite des finances des voyageurs. À cela, M. Codelin, qui avait l'air hargneux et maugréant, répondit, en secouant Punch de la pierre tombale, et en le jetant dans la boîte. Peu m'importe que nous n'ayons pas perdu un farden, mais vous êtes trop libre. Si vous vous teniez devant le rideau, et que vous voyiez les visages du public comme je le fais, vous connaîtriez mieux la nature humaine. Ah, c'est pour vous gâter, Tommy, que vous avez pris cette branche, répliqua son compagnon. Quand vous jouiez le fantôme dans le drame ordinaire des foires, vous croyiez à tout, sauf aux fantômes. Mais maintenant, vous êtes un méfiant universel. Je n'ai jamais vu un homme aussi changé. N'importe, dit Game Codelin avec l'air d'un philosophe mécontent.
Je sais mieux maintenant, et pibose, j'en suis désolé. Feuilletant les chiffres de la boîte comme quelqu'un qui les connaît et les méprise, M. Codelin en tira un et le montra à l'inspection de son ami. Regardez ici. Voici tous ces vêtements de Jody qui tombent à nouveau en morceaux. Vous n'avez pas d'aiguille et de fil, je suppose? Le petit homme secoua la tête et la gratta tristement en contemplant cette grave indisposition d'un acteur principal. Voyant qu'ils étaient perdus, l'enfant dit timidement. J'ai une aiguille, monsieur, dans mon panier, et du fil aussi. Voulez-vous me laisser essayer de le réparer pour vous? Je pense que je pourrais le faire plus proprement que toi. M. Codelin lui-même n'avait rien à opposer à une proposition si opportune. Nelly, agenouillée près de la boîte, fut bientôt occupée à sa tâche, et l'accomplit miraculeusement. Tandis qu'elle était ainsi occupée, le joyeux petit homme la regardait avec un intérêt qui ne semblait pas diminuer lorsqu'il jetait un coup d'œil sur sa compagne sans défense. Quand elle eut fini son travail, il la remercia et lui demanda où ils allaient. « Non, pas plus ce soir, je pense, » dit l'enfant en regardant son grand-père. « Si vous voulez un endroit où vous arrêter, » remarqua l'homme, « je vous conseillerais de prendre le même toit que nous. Voilà. La longue et basse maison blanche là-bas. C'est très bon marché. » Le vieil homme, malgré sa fatigue, serait resté toute la nuit dans le cimetière si ses nouvelles connaissances y étaient restées aussi. Comme il cédait à cette suggestion un assentiment prompt et ravi, ils se levèrent tous et s'en allèrent ensemble. Il se tenait près de la boîte de marionnettes dans laquelle il était tout à fait absorbé, le joyeux petit homme la portant en bandoulière sur son bras par une courroie attachée à cet effet, Nelly tenant la main de son grand-père, et M. Codelin se promenant lentement derrière, jetant sur le clocher de l'église et les arbres voisins les regards qu'il avait l'habitude de diriger en ville vers les fenêtres du salon et de la chambre d'enfant. Lors de la recherche d'un endroit rentable sur lequel planter le spectacle. Le cabaret était tenu par un vieux propriétaire et une hôtesse gras qui ne faisait aucune objection à recevoir leur nouveau invité, mais louait la beauté de Nelly et se préoccupait immédiatement d'elle. Il n'y avait pas d'autre compagnie dans la cuisine que les deux forains, et l'enfant se sentait très reconnaissante d'être tombée dans de si bons quartiers. L'hôtesse fut très étonnée d'apprendre qu'ils étaient venus de Londres et semblait n'avoir pas peu de curiosité pour leur destination ultérieure. L'enfant paraissait question de son mieux, et sans grande peine, car trouvant qu'elle semblait lui causer de la peine, la vieille dame cessa. « Ces deux messieurs ont commandé le souper dans 1 heure, dit-elle en l'emmenant dans le bar, et votre meilleur plan sera de souper avec eux. En attendant, vous aurez un petit avant-goût de quelque chose qui vous fera du bien, car je suis sûre que vous devez le vouloir après tout ce que vous avez traversé aujourd'hui. Maintenant, ne vous occupez pas du vieux monsieur car quand vous l'aurez bu, il en aura aussi. » Cependant, comme rien ne pouvait engager l'enfant à le laisser tranquille, ou à toucher à quoi que ce soit dont il n'était pas le premier et le plus grand participant, la vieille dame fut obligée de l'aider la première. Quand ils furent ainsi rafraîchis, toute la maison se précipita dans une étable vide où se tenait le spectacle et où, à la lueur de quelques bougies allumées collées autour d'un cerceau suspendu par une ligne au plafond, il devait être exposé sur le champ. Et maintenant, M. Thomas Codelin, le misanthrope, après avoir soufflé sur les pipes du pan jusqu'à ce qu'il soit intensément misérable, prit place d'un côté de la draperie à carreaux qui cachait l'auteur des figures, et, mettant ses mains dans ses poches, se préparant à répondre à toutes les questions et à toutes les remarques de Punch, et à faire une feinte lugubre d'être son ami le plus intime, de croire en lui dans la mesure la plus complète et la plus illimitée, de savoir qu'il jouissait jour et nuit d'une existence joyeuse et glorieuse dans ce temple, et qu'il était en tout temps et en toutes circonstances la même personne intelligente et joyeuse que les spectateurs le voyaient alors. Tout cela, M. Codelin le fit avec l'air d'un homme qui s'est décidé au pire et qui est tout à fait résigné. Son œil se promenait lentement pendant la répartie la plus vive pour observer l'effet sur le public, et particulièrement l'impression faite sur l'aubergiste et l'hôtesse, qui pouvaient produire des résultats très importants en rapport avec le souper. De ce côté, cependant, il n'avait aucune raison de s'inquiéter, car toute la représentation fut applaudie à l'écho, et les contributions volontaires furent comblées avec une libéralité qui témoignait encore plus fortement de la joie générale. Parmi les rires, aucun n'était plus fort et plus fréquent que celui du vieil homme. Celle de Nell n'était pas entendue, car elle, la pauvre enfant, la tête baissée sur son épaule, s'était endormie et dormait trop profondément pour être réveillée par aucun de ses efforts pour la réveiller à participer à sa joie. Le souper fut très bon, mais elle était trop fatiguée pour manger, et cependant elle ne voulait pas quitter le vieillard avant de l'avoir embrassé dans son lit.
Lui, heureusement insensible à tous les soucis et à toutes les angoisses, écoutait avec un sourire vide et un visage admiratif tout ce que disait son nouvel ami. Et ce ne fut que lorsqu'ils se retirèrent en bâillant dans leur chambre, qu'il suivit l'enfant dans l'escalier. Ce n'était qu'un grenier divisé en 2 compartiments, où ils devaient se reposer, mais ils étaient très satisfaits de leur logement, et n'en avaient espéré aucun d'aussi bon. Le vieillard fut inquiet quand il se fut couché, et il supplia Nell de venir s'asseoir à son chevet, comme elle l'avait fait pendant tant de nuits. Elle se précipita vers lui, et resta là jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il y avait une petite fenêtre, à peine plus qu'une fente dans le mur, dans sa chambre, et quand elle le quitta, elle l'ouvrit, tout étonnée du silence. La vue de la vieille église, et des tombes qui l'entouraient au clair de lune, et des arbres sombres qui chuchotaient entre eux, la rendaient plus pensive qu'auparavant. Elle referma la fenêtre, et s'asseyant sur le lit, elle pensa à la vie qui les attendait. Elle avait un peu d'argent, mais c'était très peu, et quand il n'y en aurait plus, il devait commencer à mendier. Il y avait une pièce d'or parmi elles, et une urgence pouvait survenir lorsque sa valeur pour eux serait multipliée par 100. Il serait préférable de cacher cette pièce et de ne jamais la produire à moins que leur cas ne soit absolument désespéré et qu'il ne leur reste aucune autre ressource. Sa résolution prise, elle coudit la pièce d'or dans sa robe, et se couchant le cœur plus léger, elle s'enfonça dans un profond sommeil. Chapitre 17. Une autre journée brillante, qui brillait à travers la petite croisée, et réclamait la communion, avec les yeux familiers de l'enfant, la réveilla. À la vue de l'étrange chambre et de ses objets inaccoutumés, elle tressaillit d'alarme, se demandant comment elle avait été déplacée de la chambre familière où elle semblait s'être endormie la nuit dernière, et où elle avait été transportée. Mais un autre coup d'œil autour d'elle lui rappela tout ce qui s'était passé récemment, et elle sauta de son lit, pleine d'espoir et de confiance. Il était encore tôt, et le vieillard dormait encore. Elle sortit dans le cimetière, essuyant avec ses pieds la rosée des hautes herbes, et se tournant souvent vers des endroits où elle s'allongeait plus que dans d'autres, afin de ne pas marcher sur les tombes. Elle éprouvait une sorte de plaisir curieux à s'attarder parmi ces maisons des morts, et lisait les inscriptions sur les tombes des bonnes personnes. Un grand nombre de bonnes personnes y étaient enterrées, passant de l'une à l'autre avec un intérêt croissant. C'était un endroit très calme, comme un tel endroit doit l'être, à l'exception du croassement des corbeaux qui avaient construit leur nid parmi les branches de quelques grands arbres centenaires et s'appelaient les uns les autres, haut dans les airs. D'abord, un oiseau élégant, planant près de sa maison haillon alors qu'il se balançait au vent, poussa son cri rauque, tout à fait par hasard comme s'il semblait, et d'un ton sobre, comme s'il ne parlait qu'à lui-même. Un autre répondit, et il appela de nouveau, mais plus fort qu'auparavant. Puis un autre parla, puis un autre, et chaque fois le premier, aggravé par la contradiction, insistait plus fortement sur sa cause. D'autres voix, silencieuses jusqu'à présent, frappaient des branches plus bas, plus haut, à mi-chemin, à droite et à gauche, et de la cime des arbres, et d'autres, arrivant précipitamment des tourelles grises de l'église et de la vieille fenêtre du beffroi, se joignaient à la clameur qui montait et descendait, et qui gonflait et retombait, et continuait encore, et toute cette grêle bruyante au milieu d'un effleurement et d'un va-et-vient, et de l'allumage de branches fraîches, et de fréquents changements de place, qui satirisaient l'ancienne agitation de ceux qui gisaient si immobiles sous la mousse et le gazon en bas, et la lutte dans laquelle ils avaient usé leur vie. Levant souvent les yeux vers les arbres d'où venaient ces bruits, et sentant qu'ils rendaient l'endroit plus calme qu'un silence parfait ne l'aurait fait, l'enfant flânait de tombe en tombe, s'arrêtant maintenant pour replacer d'une main attentive la ronce qui était partie de quelques monticules verts qu'elle aidait à maintenir en forme. Et maintenant, jetant un coup d'œil à travers l'une des fenêtres basses à treillis dans l'église, avec ses livres vermoulus sur les bureaux, et ses feuillages d'un vert blanchi moisissant sur les côtés des bancs et laissant voir le bois nu. Il y avait les sièges où s'asseyaient les pauvres vieillards, usés, dépouillés et jaunes comme eux, les fonds baptismaux robustes où les enfants avaient leur nom, l'autel familial où ils s'agenouillaient après la mort, les simples tresses noires qui portaient leur poids lors de leur dernière visite à la vieille église fraîche et ombragée. Tout était dit d'une longue utilisation et d'une lente décomposition tranquille. La corde même de la sonnette du porche était effilochée en franges, et rassurée par la vieillesse. Elle regardait une humble pierre qui racontait l'histoire d'un jeune homme mort à 23 ans, il y a 55 ans, lorsqu'elle entendit un pas chancelant qui s'approchait, et regardant autour d'elle, elle vit une femme faible, courbée sous le poids des années, qui chancela au pied de cette même tombe et lui demanda de lire l'écriture sur la pierre. La vieille femme la remercia quand elle eut fini, disant qu'elle avait eu les mots par cœur pendant de longues années, mais qu'elle ne pouvait plus les voir maintenant. « Étiez-vous sa mère » demanda l'enfant.
J'étais sa femme, ma chère. Elle était la femme d'un jeune homme de 23 ans. Ah, c'est vrai. C'était il y a 55 ans. Vous vous étonnez de m'entendre dire cela, remarqua la vieille femme en secouant la tête. Vous n'êtes pas le premier. Des personnes plus âgées que vous se sont déjà posé la même question auparavant. Oui, j'étais sa femme. La mort ne nous change pas plus que la vie, ma chère. Vous venez souvent ici? Demanda l'enfant. Je m'y assois très souvent en été, répondit-elle. J'avais l'habitude de venir ici une fois pour pleurer et me lamenter, mais c'était il y a longtemps, Dieu soit béni. J'arrache les marguerites pendant qu'elles grandissent, et je les ramène à la maison, dit la vieille femme après un court silence. Je n'aime pas autant les fleurs que celle-ci, et je ne l'ai pas fait depuis 55 ans. C'est long, et je deviens très vieux. Puis, devenant bavarde sur un thème qui était nouveau pour un auditeur, bien qu'il ne fût qu'un enfant, elle lui raconta comment elle avait pleuré, gémi et prié pour mourir elle-même, lorsque cela s'était produit, et comment, lorsqu'elle était arrivée pour la première fois en ce lieu, jeune créature forte d'amour et de chagrin, elle avait espéré que son cœur se brisait comme il semblait l'être. Mais ce temps passa, et bien qu'elle continuât à être triste quand elle y venait, elle pouvait encore supporter de venir, et ainsi de suite jusqu'à ce que ce ne soit plus une douleur, mais un plaisir solennel, et un devoir qu'elle avait appris à aimer. Et maintenant que 55 ans s'étaient écoulés, elle parlait du mort comme s'il eût été son fils ou son petit-fils, avec une sorte de pitié pour sa jeunesse, née de sa propre vieillesse, et une exaltation de sa force et de sa beauté virile par rapport à sa propre faiblesse et à sa propre décadence. Et pourtant, elle parlait de lui comme de son mari, et se pensant en relation avec lui, telle qu'elle était autrefois et non telle qu'elle était maintenant, elle parlait de leur rencontre dans un autre monde, comme s'il était mort hier, et qu'elle, séparée d'elle-même, pensait au bonheur de cette jolie fille qui semblait être morte avec lui. L'enfant la quitta en cueillant les fleurs qui poussaient sur la tombe, et revint pensivement sur ses pas. Le vieil homme était alors debout et habillé. M. Codelin, toujours condamné à contempler les dures réalités de l'existence, rangeait dans son linge les bouts de bougies qu'il avait sauvés de la représentation de la veille, tandis que son compagnon recevait les compliments de tous les transats de la cour de l'écurie, qui, ne pouvant le séparer du cerveau de Punch, le considéraient comme le second en importance après ce joyeux hors-la-loi, et l'aimait à peine moins. Quand il eut suffisamment reconnu sa popularité, il entra pour déjeuner, repas, où ils s'assirent tous ensemble. « Et où allez-vous aujourd'hui » dit le petit homme en s'adressant à Nell. « En vérité, je ne sais pas, nous n'avons pas encore décidé, répondit l'enfant. « Nous allons aux courses, dit le petit homme. Si c'est votre façon de faire, et que vous aimez nous avoir pour compagnie, voyageons ensemble. Si vous préférez y aller seul, dites seulement un mot, et vous verrez que nous ne vous dérangerons pas. »« Nous irons avec vous, dit le vieillard. »« Nell. Avec eux, avec eux. » L'enfant réfléchit un instant, et réfléchit qu'elle devait mendier sous peu, et ne pouvait guère espérer de le faire dans un meilleur endroit que là où des foules de dames et de messieurs riches étaient rassemblés pour s'amuser et faire la fête, déterminée à accompagner ces hommes jusqu'ici. Elle remercia donc le petit homme de son offre, et dit, jetant un coup d'œil timide à son ami, que s'il n'y avait pas d'objection à ce qu'il les accompagnasse jusqu'à la ville de la course. « Objection, dit le petit homme. Maintenant, sois aimable pour une fois, Tommy, et dis que tu aimerais mieux qu'il parte avec nous. Je sais que vous le feriez. Sois gracieux, Tommy. » Des trotteurs, dit Game Codelin, qui parlait très lentement et mangeait avec beaucoup d'avidité, comme il n'est pas rare chez les philosophes et les misanthropes. « Tu es trop libre. »« Quel mal cela peut-il faire » demanda l'autre. « Il n'y a peut-être aucun mal dans ce cas particulier, répondit M. Codelin, mais le principe est dangereux, et vous êtes trop libre, je vous le dis. »« Eh bien, doivent-ils nous accompagner, ou non ?»« Oui, ils le sont, dit M. Codelin, mais vous auriez pu en faire une faveur, n'est-ce pas ? Le vrai nom du petit homme était Harry, mais il s'était peu à peu fondu dans celui, moins euphonique, de Trotté, qui, avec l'adjectif préservatif, short, lui avait été conféré en raison de la petite taille de ses jambes. Cependant, étant un nom composé, peu commode pour un dialogue amical, le gentleman à qui il avait été attribué était connu parmi ses intimes soit sous le nom de Short, soit sous le nom de Trotté, et était rarement accosté en entier comme Short Trotté, sauf dans les conversations formelles et lors des cérémonies. Short, donc, ou Trotté, comme il plaît au lecteur, répondit à la remontrance de son ami M. Thomas Codelin, par une plaisanterie destinée à détourner son mécontentement, et s'appliquant avec beaucoup de délectation au bœuf bouilli froid, au thé, au pain et au beurre, il insista fortement auprès de ses compagnons pour qu'ils en fassent autant. N. Codelin n'avait en effet pas besoin d'une telle persuasion,
car il avait déjà mangé autant qu'il pouvait en porter et humectait maintenant son argile avec de la bière forte, à laquelle il prenait de grandes gorgées avec une délectation silencieuse et n'invitait personne à y prendre part, indiquant ainsi encore fortement sa tournure d'esprit misanthrope. Le déjeuner étant enfin terminé, M. Codelin appela l'addition, et faisant payer la bière à la compagnie en général ce qui goûte aussi la misanthropie, il divisa la somme totale en 2 parts égales, attribuant d'une moitié à lui-même et à son ami, et l'autre à Nelly et à son grand-père. Ceux-ci étant dûmes déchargés, et toutes choses prêtes pour leur départ, ils firent leurs adieux à l'aubergiste et à l'hôtesse et reprirent leur voyage. Et c'est là que la fausse position de M. Codelin dans la société et l'effet qu'elle produisit sur son esprit blessé furent fortement illustrés, car tandis qu'il avait été accosté la nuit dernière par M. Punch comme maître, et qu'il avait, par inférence, laissé entendre à l'auditoire qu'il retenait cet individu pour son propre divertissement et son propre plaisir, le voici, maintenant, marchant péniblement sous le fardeau de l'attente de ce même Punch, et le portant physiquement sur ses épaules par une journée étouffante, et le long d'une route poussiéreuse. Au lieu d'égayer son patron d'un feu constant d'esprit ou du râle joyeux de son bâton sur la tête de ses parents et de ses connaissances, voici ce Punch rayonnant, tout dépourvu d'épines, tout lâche et affalé dans une boîte, sombre, les jambes repliées autour du cou, et ne lui restant aucune de ses qualités sociales. M. Codelin marchait lourdement, échangeant un mot ou deux à intervalles réguliers avec Short, et s'arrêtant pour se reposer et grogner de temps en temps. Short ouvrait la voie, avec la boîte plate, les bagages personnels qui n'étaient pas volumineux attachés dans un paquet, et une trompette d'airain suspendue à son omoplate. Nell et son grand-père marchaient à côté de lui de chaque main, et Thomas Codelin fermait la marche. Lorsqu'ils arrivaient dans une ville ou un village, ou même dans une maison isolée de bonne apparence, Short soufflait dans la trompette d'airain et chantait un fragment de chanson sur ce ton hilarant, commun aux punchés et à leurs consorts. Si les gens se précipitaient vers les fenêtres, M. Codelin dressait la tempe, et déployant à la hâte les draperies et cachant Short avec, il s'épanouissait hystériquement sur les tuyaux et jouait un air. Puis le divertissement commença aussitôt que possible. M. Codelin avait la responsabilité de décider de sa durée et de prolonger ou d'accélérer le moment du triomphe final du héros sur l'ennemi de l'humanité, selon qu'il jugeait que la récolte d'un demi-pan serait abondante ou maigre. Quand il eut été ramené jusqu'au dernier sou, il reprit son chargement et ils repartirent. Parfois, il faisait passer le péage sur un pont ou un bac, et une fois il l'exhibait par un désir particulier à une route à péage, où le collectionneur, ivre dans sa solitude, payait un shilling pour l'avoir pour lui-même. Il y avait un petit endroit riche en promesses, où leur espoir était anéanti, car un personnage favori de la pièce ayant de la dentelle d'or sur son manteau, et étant un homme à la tête de bois qui se mêlait était considéré comme une diffamation pour le bedeau, raison pour laquelle les autorités imposèrent une retraite rapide. Mais ils étaient généralement bien accueillis et quittaient rarement une ville sans qu'une troupe d'enfants en ayant ne crie à leur trousse. Ils firent une longue journée de voyage malgré ces interruptions, et étaient encore sur la route lorsque la lune brillait dans le ciel. Short a séduit le temps avec des chansons et des plaisanteries, et a tiré le meilleur parti de tout ce qui s'est passé. M. Codelin, d'autre part, me disait son destin et toutes les choses creuses de la terre, mais Punch surtout, et boitait avec le théâtre sur son dos, en proie au plus amer chagrin. Il s'était arrêté pour se reposer sous un poteau à l'intersection de 4 routes, et M. Codelin, dans sa profonde misanthropie, avait laissé tomber la draperie, et s'était assis au fond du spectacle, invisible aux yeux des mortels et dédaigneux de la compagnie de ses semblables, lorsque 2 ombres monstrueuses furent vues qui les rôdaient depuis un tournant de la route, par laquelle ils étaient venus. L'enfant fut d'abord tout effrayé à la vue de ces géants décharnés, car il en avait l'air lorsqu'il s'avançait à grands pas à l'ombre des arbres, mais Short, lui disant qu'il n'y avait rien à craindre, souffla dans la trompette, à laquelle répondit un cri joyeux. « C'est le sort de Grindé, n'est-ce pas » s'écria M. Short d'une voix forte. « Oui, » répondirent 2 voix aiguës. « Allez donc, » dit Short. « Jetons un coup d'œil à vous. Je croyais que c'était toi. » Ainsi invité, le lot de Grindé s'approcha avec une vitesse redoublée, et ne tarda pas à rejoindre le petit groupe. La compagnie de M. Grindé, familièrement appelé beaucoup, se composait d'un jeune homme et d'une jeune dame sur échasse, et de M. Grindé lui-même, qui utilisait ses jambes naturelles à des fins piétonnes et portait sur son dos un tambour. Le costume public des jeunes gens était du genre des Highlands, mais la nuit étant humide et froide, le jeune homme portait sur son kilt une veste d'homme qui lui arrivait aux chevilles et un chapeau, vernissé,
La jeune dame aussi était enveloppée dans une vieille pelisse de drap et avait un mouchoir noué autour de sa tête. Leur bonnet écossais, orné de plumes noires de jais, Grindet portait son instrument. En route pour les courses, je vois, dit Grindet en sortant d'haleine. Nous aussi. Comment allez-vous, Short? Sur ce, ils se sont serrés la main d'une manière très amicale. Les jeunes gens, trop élevés pour les salutations ordinaires, saluaient Short à leur manière. Le jeune homme tourna son échasse droite et lui tapota l'épaule, et la jeune dame fit vibrer son tambourin. De l'entraînement? Dit Short en montrant les échasses. Non, répondit Grindet. Il s'agit soit de marcher dedans, soit de les porter, et ils aiment mieux marcher dedans. C'est très agréable pour les perspectives. Quelle route prenez-vous? C'est nous qui allons le plus près. Le fait est, dit Short, que nous faisons le chemin le plus long, parce qu'alors nous pourrions nous arrêter, pour la nuit, 1,5 miles plus loin. Mais 3 ou 4 milles gagnés ce soir, c'est tant de milles économisés demain, et si vous continuez, je pense que notre meilleur moyen est de faire de même. Où est votre partenaire? Demanda Grindet. Le voici, s'écria Thomas Codelin, en présentant sa taille et son visage dans le proscenium de la scène, et en montrant une expression de contenance qu'on n'y voit pas souvent. Et il verra son partenaire bouilli vif avant de partir ce soir. C'est ce qu'il dit. Eh bien, ne dites pas de telles choses avec une lance qui est délivrée à quelque chose de plus agréable, insista Short. Respect les associations, Tommy, même si tu coupes grossièrement. Rugueux ou lisse, dit Codelin en frappant de la main sur le petit marchepied, ou punch, lorsqu'il est soudain frappé par la symétrie de ses jambes et leur capacité à faire des bas de soie, a coutume de les montrer à l'admiration populaire. Rugueux ou lisse, je n'irai pas plus loin que le 1,5 ce soir. J'ai logé chez les Jolly Sandbois et nulle part ailleurs. Si vous aimez y venir, venez Y. Si tu veux continuer tout seul, continue seul, et passe de moi si tu le peux. En disant cela, Codelin disparut de la scène et se présenta immédiatement à l'extérieur du théâtre, le prit sur ses épaules d'un coup sec et s'enfuit avec une agilité remarquable. Toute autre controverse étant maintenant hors de question, Short était disposé à se séparer de Grindet et de ses élèves et à suivre son compagnon morose. Après s'être attardé quelques minutes au poteau pour voir les échasses s'envoler au clair de lune et le porteur du tambour les suivre lentement, il souffla quelques notes sur la trompette en guise de salut d'adieu et se hâta de suivre Codelin. Dans cette vue, il tendit sa main inoccupée à Nell, et l'enjoignant à prendre courage, comme il le serait bientôt à la fin de leur voyage pour la nuit, et stimulant le vieillard avec la même assurance, il les conduisit d'un pas assez rapide vers leur destination, vers laquelle il était d'autant moins réticent à se diriger. Car la lune était maintenant couverte et les nuages menaçaient de pleuvoir. Chapitre 18. Le Jolly Sandbois était une petite auberge au bord de la route, d'une date assez ancienne, avec une enseigne représentant 3 Sandbois augmentant leur gaieté avec autant de cruches de bière et de sacs d'or, grinçant et se balançant sur son poteau de l'autre côté de la route. Comme les voyageurs avaient remarqué ce jour-là de nombreux indices qu'ils se rapprochaient de plus en plus de la ville des courses, tels que des camps de bohémiens, des charrettes chargées de stands de jeux et de leurs dépendances, des forains itinérants de toutes sortes, des mendiants et des vagabonds de tous degrés, tous se dirigeant dans la même direction, Codelin craignait de trouver les logements devancés, cette crainte s'accroît à mesure qu'il diminuait la distance qui le séparait de l'hôtellerie, il accéléra le pas. Et malgré le fardeau qu'il avait à porter, il continua à trotter jusqu'à ce qu'il atteignît le seuil. Là, il eut la satisfaction de constater que ses craintes étaient sans fondement, car l'aubergiste était appuyé contre le montant de la porte et regardait paresseusement la pluie qui commençait à tomber abondamment, et aucun tintement de cloche fêlée, ni cri bruyant, ni cœur bruyant ne donnait note de compagnie à l'intérieur. Tout seul, disait Codelin en déposant son fardeau et en s'essuyant le front. Tout seul jusqu'à présent, reprit l'aubergiste en jetant un coup d'œil au ciel. Mais nous aurons encore de la compagnie ce soir, je pense. Tenez, l'un de vous, les gars, portez ce spectacle dans la grange. Hâte-toi de sortir de l'eau, Tom. Quand il est venu à pleuvoir, je leur ai dit d'allumer le feu. Et il y a un magnifique incendie dans la cuisine, je peux vous le dire. Codelin le suivit d'un ton disposé, et s'aperçut bientôt que l'aubergiste n'avait pas fait l'éloge de ses préparatifs sans raison valable. Un puissant feu brûlait dans l'âtre et rugissait dans la large cheminée avec un son joyeux qu'un grand chaudron de fer, bouillonnant et mijotant dans la chaleur, prêtait son agréable secours à gonfler. Il y avait une rougeur rouge et profonde dans la pièce, et quand l'aubergiste attisa le feu,
faisant sauter et bondir les flammes, quand il enleva le couvercle de la marmite de fer et qu'il s'échappa une odeur savoureuse, tandis que le bouillonnement devenait plus profond et plus riche, et qu'une vapeur onctueuse s'échappait, suspendue dans un brouillard délicieux au-dessus de leur tête. Quand tu fis cela, le cœur de M. Codelin fut touché. Il s'assit dans le coin de la cheminée et sourit. M. Codelin était assis en souriant dans le coin de la cheminée, regardant l'aubergiste tandis que, d'un air malicieux, il tenait le couvercle à la main, et, feignant que cela était nécessaire au bien-être de la cuisine, il laissait la vapeur délicieuse chatouiller les narines de son hôte. La lueur du feu était sur la tête chauve de l'aubergiste, et sur son œil pétillant, et sur sa bouche larmoyante, et sur son visage boutonné, et sur sa grosse figure ronde. M. Codelin tira sa manche sur ses lèvres, et dit d'une voix murmurante, « Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est un ragoût de tripes, » dit l'aubergiste en se faisant claquer les lèvres, « et du talon de vache, en les frappant de nouveau, et du bacon, en les frappant d'une fois de plus, et du beefsteak, les frappant pour la 4e fois, et des pois, des choux-fleurs, des pommes de terre nouvelles et de l'herbe à moineaux, le tout réuni dans une sauce délicieuse. » Arrivé à l'apogée, il claqua ses lèvres un grand nombre de fois, et prenant une longue et copieuse gorgée de l'odeur qui planait autour de lui, il reprit la couverture avec l'air de quelqu'un dont les labeurs sur terre étaient terminés. « À quelle heure sera-t-il prêt ?» demanda faiblement M. Codelin. « Ce sera fait à tour de rôle, » dit l'aubergiste en levant les yeux vers l'horloge. Et la même horloge avait une couleur dans son gros cadran blanc, et avait l'air d'une horloge, pour que de joyeux Samba puissent la consulter. Cela se fera à tour à 11h22. « Alors, dit M. Codelin, apportez-moi une pinte de bière chaude, et ne laissez personne apporter dans la chambre ne serait-ce qu'un biscuit jusqu'à ce que le moment soit venu. » Hochant la tête pour approuver cette conduite décisive et virile, l'aubergiste se retira pour tirer la bière, et revenant bientôt, avec elle, s'appliqua à la réchauffer dans un petit récipient d'étain en forme d'entonnoir, afin de la mettre profondément dans le feu, et d'atteindre les endroits lumineux. Cela fut bientôt fait, et il le tendit à M. Codelin avec cette mousse crémeuse à la surface, qui est l'une des circonstances heureuses accompagnant le malt chaud. Grandement adouci par ce breuvage apaisant, M. Codelin pensa alors à ses compagnons, et apprit à mon hôte des Samba qu'on pouvait les attendre bientôt. La pluie claquait contre les fenêtres, et tombait à torrents, et l'extrême amabilité d'esprit de M. Codelin était telle qu'il exprima plus d'une fois son espoir sincère qu'il ne serait pas assez fou pour se mouiller. Enfin, ils arrivèrent, trempés par la pluie, et présentant un aspect des plus misérables, bien que Short eût abrité l'enfant de son mieux sous les pans de son propre manteau, et qu'ils fussent presque essoufflés par la rate qu'ils avaient faite. Mais à peine leurs pas furent-ils entendus sur la route que l'aubergiste, qui était resté à la porte extérieure, et guettait anxieusement leur arrivée, se précipita dans la cuisine, et enleva le couvercle. L'effet était électrique. Ils entrèrent tous avec des visages souriants, bien que l'humidité coulât de leurs vêtements sur le sol. Et la première remarque de Short fut « Quelle délicieuse odeur !» Et il n'est pas très difficile d'oublier la pluie et la boue à côté d'un feu joyeux et dans une pièce lumineuse. On leur fournissait des pantelles et des vêtements secs que leur offrait la maison ou leur propre paquet. Et s'installant, comme M. Codelin l'avait déjà fait, dans le coin chaud de la cheminée, ils oubliaient bientôt leur dernier ennui ou ne s'en souvenaient que comme ressent les délices du temps présent. Submergés par la chaleur, le confort et la fatigue qu'ils avaient éprouvés, Nelly et le vieillard n'avaient pas longtemps pris place ici, lorsqu'ils s'endormirent. « Qui sont-ils » murmura l'aubergiste. Short secoua la tête et regretta de se connaître. « Ne savez-vous pas » demanda l'hôte en se tournant vers M. Codelin. « Pas moi » a-t-il répondu. « Ils ne sont pas bons, je suppose. »« Ils ne sont pas nuisibles, » dit Short. « Comptez là-dessus. Je vous dis quoi ? Il est clair que le vieil homme n'est pas sain d'esprit. »« Si vous n'avez rien de plus nouveau à dire, » grommela M. Codelin en jetant un coup d'œil à la pendule, « vous feriez mieux de nous laisser fixer nos esprits sur le souper, et de ne pas nous déranger. »« Écoutez-moi, n'est-ce pas ?» répliqua son ami. « Il est très clair pour moi, d'ailleurs, qu'ils ne sont pas habitués à ce mode de vie. Ne me dites pas que cette belle gamine a l'habitude de rôder comme elle l'a fait ces 2 ou 3 derniers jours. Je sais mieux. » « Eh bien, qui vous dit qu'elle l'a fait ?» grommela M. Codelin, jetant de nouveau un coup d'œil à la pendule, et de là au chaudron, « Ne pouvez-vous pas penser à quelque chose de plus approprié aux circonstances actuelles que de dire des choses, et de les contredire ensuite ?»« Je voudrais que quelqu'un vous donne à souper, » répondit Short, « car il n'y aura pas de paix tant que vous ne l'aurez pas eu. Avez-vous vu combien le vieil homme est impatient de s'en sortir ?
voulant toujours être plus loin, plus loin. Avez-vous vu cela? Ah. Et alors? Murmura Thomas Codelin. Voilà, dit Short. Il a laissé tomber ses amis. Remarquez ce que je dis. Il a laissé échapper ses amis et a toujours persuadé cette jeune créature délicate de son affection pour lui d'être son guide et son compagnon de voyage. Ou, il ne sait pas plus que l'homme dans la lune. Maintenant, je ne vais pas supporter ça. Vous n'allez pas supporter cela, s'écria M. Codelin, en jetant de nouveau un coup d'œil à la pendule, et en se tirant les cheveux des deux mains avec une sorte de frénésie, mais il était difficile de déterminer si c'était à cause de l'observation de son compagnon ou de la lenteur du temps. C'est un monde où il fait bon vivre. Moi, répéta Short, avec emphase et lenteur, je ne vais pas le supporter. Je ne vais pas voir cette belle jeune enfant tomber entre de mauvaises mains, et se retrouver parmi des gens pour lesquels elle n'est pas plus apte qu'ils ne le sont pour être parmi les anges comme leurs copains ordinaires. C'est pourquoi, lorsqu'ils auront l'intention de se séparer de nous, je prendrai des mesures pour les retenir, et les rendre à leurs amis, qui, j'ose le dire, ont déjà vu leur inconsolation collée sur tous les murs de Londres. Bref, dit M. Codelin, qui, la tête sur les mains et les coudes sur les genoux, s'était secoué avec impatience d'un côté à l'autre jusqu'à ce point y avait de temps en temps piétiné le sol, mais qui maintenant levait les yeux avec des yeux avides. Il est possible qu'il y ait du bon sens peu commun dans ce que vous avez dit. S'il y en a une, et qu'il devrait y avoir une récompense, Short, rappelez-vous que nous sommes partenaires en tout. Son compagnon n'eut que le temps de faire un bref signe d'assentiment à cette position, car l'enfant s'éveilla à l'instant. Ils s'étaient rapprochés l'un de l'autre pendant les chuchotements précédents, et maintenant ils se séparaient précipitamment et essayaient assez maladroitement d'échanger quelques remarques désinvoltes sur leur ton habituel, lorsque des pas étranges se firent entendre au dehors et qu'une nouvelle compagnie entra. Ce n'étaient là que 4 chiens très lugubres, qui arrivaient en trottinant l'un après l'autre, ayant à leur tête un vieux chien bandit d'un aspect particulièrement triste, qui, s'arrêtant quand le dernier de ses compagnons fut arrivé jusqu'à la porte, se dressa sur ses pattes de derrière, et regarda autour de lui ses compagnons, qui se dressèrent aussitôt sur leurs pattes de derrière. Dans une crêle grave et mélancolique. Ce n'était pas là la seule circonstance remarquable chez ces chiens, car chacun d'eux portait une sorte de petit manteau d'une couleur criarde garni de paillettes ternies, et l'un d'eux avait sur la tête un bonnet très soigneusement attaché sous son menton, qui était tombé sur son nez et avait complètement obscurci un œil. Ajoutez à cela que les manteaux voyants étaient tous mouillés et décolorés par la pluie, et que ceux qui les portaient étaient éclaboussés et sales, et l'on peut se faire une idée de l'aspect inhabituel de ces nouveaux visiteurs chez les Jolly Sandbois. Ni Short, ni le propriétaire, ni Thomas Codelin ne furent le moins du monde surpris, se contentant de remarquer que c'étaient les chiens de Jerry, et que Jerry ne pouvait pas être loin derrière. Les chiens restèrent donc là, clignant patiemment de l'œil, bouche bée, et regardant extrêmement durement la marmite bouillante, jusqu'à ce que Jerry lui-même apparaisse, où ils se laissèrent tout tomber en même temps et se promenèrent dans la pièce à leur manière naturelle. Cette posture, il faut l'avouer, n'améliorait pas beaucoup leur apparence car leur queue personnelle et leur queue de pelage, 2 choses capitales à leur manière, ne s'accordaient pas ensemble. Jerry, le gérant de ces chiens dansants, était un grand homme à moustache noire, vêtu d'un manteau de velours qui semblait bien connu du propriétaire et de ses invités, et les abordait avec une grande cordialité. Se débarrassant d'un orgue de barbarie qu'il posa sur une chaise, et tenant à la main un petit fouet avec lequel il épouvanta sa compagnie de comédiens, il s'approcha du feu pour se sécher, et entra en conversation. « Vos gens n'ont pas l'habitude de voyager en personnage, n'est-ce pas » dit Short en montrant les robes des chiens. « Ça doit coûter cher s'ils le font » ? « Non, répondit Jerry, « non, ce n'est pas la coutume chez nous. Mais nous avons joué un peu sur la route aujourd'hui, et nous sortons avec une nouvelle garde-robe aux courses, donc je n'ai pas pensé qu'il valait la peine de s'arrêter pour se déshabiller. À terre, peu trop. » Celle-ci s'adressait au chien au bonnet, qui, étant nouveau, dans la compagnie, et n'étant pas tout à fait sûr de son devoir, gardait anxieusement son œil non masqué sur son maître, et commençait perpétuellement sur ses pattes de derrière quand il n'en avait pas l'occasion, et retombait. « J'ai un animal ici, dit Jerry en mettant la main dans la poche spacieuse de son manteau, et en plongeant dans un coin comme s'il cherchait une petite orange, une pomme ou quelque objet de ce genre. Un animal ici. Je crois que vous savez quelque chose, Short. »« Ah !» s'écria Short. « Jetons-le un coup d'œil. »« Le voici, dit Jerry en sortant de sa poche un petit terrier. Il était autrefois un de vos Toby, n'est-ce pas? Dans certaines versions du grand drame de Punch, il y a un petit chien. Une innovation moderne, censée être la propriété privée de ce monsieur, dont le nom est toujours Toby.
Ce Toby a été volé dans sa jeunesse à un autre gentilhomme, et vendu frauduleusement au héros, confiant, qui, n'ayant pas de ruse lui-même, ne soupçonne pas qu'il se cache chez les autres. Mais Toby, qui garde un souvenir reconnaissant de son ancien maître, et qui dédaigne de s'attacher à de nouveaux clients, non seulement refuse de fumer la pipe sur l'ordre de Punch, mais pour marquer plus fortement son ancienne fidélité, il le saisit par le nez et le tord avec violence,